La chute brutale de Tristan, le Gojo version Quatuor confirmé, l'échec total du Quatuor face au péril, la prophétie qui semble brisée par la mort de l'un des quatre, Ironside est plus dangereux que jamais pour Percy, et enfin, l'apparition de celui que tout le monde attendait, le sauveur ultime, le plus fort de sa génération, celui qui n'a plus rien à prouver, Lancelot, le cavalier de la guerre. Ce chapitre 204 des 4 cavaliers de l'Apocalypse est un carnage absolu, et il mérite d'être décortiqué en profondeur dans cette vidéo. Donc yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue complète du chapitre 204 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, une résistance fugace. Un chapitre qui est probablement l'un des meilleurs de cet arc et même du manga. Au programme, l'infériorité quasi planétaire des membres du Quatuor, les périls à un niveau totalement au-dessus, la fin de la prophétie avec la mort d'un des 4, Ironside le pire adversaire pour Percy, la mort possible de l'âme de Varghese et surtout l'apparition du sauveur ultime, du plus fort, l'homme trop puissant pour sa génération. Mais attention, ce chapitre 204 ne se résume pas juste à une entrée en scène. C'est un tournant majeur de l'arc, peut-être même de tout le manga. Et donc, tout n'est probablement pas terminé pour cette prophétie. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer chaque détail dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira les bros. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! On démarre direct ce chapitre sans page cover et franchement c'est un choix parfait vu la situation. Ça fait directement référence à Nanatsu no Taizan avec le combat opposant les 10 commandements face à Meliodas, mal en point bien évidemment. Et ici on a 3 des 4 cavaliers prophétiques aussi mal en point contre 4 périls juste surpuissants. Le parallèle est clair et ça mène direct la barre très haute. Même si c'est sans doute un détail mineur, c'est bon à notifier. Et donc Warden entre direct en scène, bras levés vers le ciel, elle prononce une incantation. Ses yeux rivés sur Diodra, Isolde et Izzy. Et ça fait sens pour moi, car Diodra et Izzy sont probablement les 2 plus grandes menaces du chaos actuellement. C'est même en quelque sorte à cause d'eux que le chaos a décidé de se répandre ainsi dans les périls. Alors évidemment, il veut qu'ils s'en débarrassent en priorité. Je me demande bien si ces deux-là peuvent réellement encore influencer leurs parents dans cet état. C'est un jamais, même si perso j'en doute. Percy, comprenant le danger, fonce vers eux pour leur porter secours. Il leur crie de fuir, mais c'est finalement Govan qui les téléporte d'urgence hors du champ de bataille. Et perso, pour ce lieu de téléportation, vu qu'on ne les reverra plus du reste du chapitre, même en bas, perso je pense qu'ils ont probablement atterri dans le château bateau volant. Et franchement, ça reste pour moi la destination la plus cohérente pour l'instant. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Mais revenons au cœur de l'action. Warden libère enfin son sort. Une attaque titanesque baptisée Extrême Grande Prêtresse. Rien que le nom glace le sang. Percy, qui en est maintenant la cible, le dit lui-même. C'est terrible. Et d'ailleurs, le choix de son nom Extrême Grande Prêtresse n'est pas anodin. Il cache sûrement une signification plus profonde et peut ouvrir à pas mal de théories. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce qu'on sait néanmoins du sort, c'est que l'effet est monstrueux. En bas du dôme, tout le monde ressent soudain un froid surnaturel. Ces derniers se demandent ce qui se passe au sommet du dôme. Et pour cause, Warden vient littéralement de faire chuter la température d'Anfuin en dessous du zéro absolu. Aussi, son sort ne se contente pas de geler avec le froid. Il fige jusqu'au sang, condamnant instantanément sa cible sans lui laisser la moindre chance. Mais là où ça devient complètement fou, c'est quand on se rend compte de la puissance réelle de Warden maintenant. Car normalement, d'après Govan, un sort de cette envergure exige une incantation interminable, nécessitant plusieurs minutes de chant pour être lancé. Pourtant, elle l'a lancé en quelques secondes seulement, à peine quelques mots. Et ça, c'est déjà un énorme stratement sur le personnage. Et pour Percy, la situation est critique. Oui, il est un esprit de vie, logé dans un corps humain, avec ce fameux retour éternel. Mais son enveloppe physique, elle, n'a pas la résistance pour encaisser un tel sort. Et donc, même lui risquait probablement d'y laisser sa peau. Et bien sûr, on le voit clairement, son corps cesse de répandre. Tout autour de lui devient glace. Et pire encore, il remarque en forme d'esprit de vie que son essence elle-même ne répond plus. Ce n'est pas juste son corps, mais son être profond qui se fige. Ce détail est étrange, intriguant même. Et ça ouvre une grande question qu'on abordera plus tard. Et alors qu'il se croit perdu, une chaleur inattendue l'enveloppe. Des mains rassurantes
forte le protège et une voix familière lui dit « Je ne te laisserai pas mourir ». C'est son grand-père, Varghese, mais l'émotion est vite tempérée. Il lui précise qu'il ne pourra le sauver qu'une seule fois. S'il subit encore une attaque de ce niveau, Percy devra trouver un autre moyen de s'en sortir. Et aussitôt, l'âme de Varghese disparaît, laissant Percy livré à lui-même. Sur le champ de bataille, Tristan fonce pour lui prêter main forte. Pendant ce temps, Percy reprend ses esprits et constate quelque chose d'étrange. Sa cape se fissure et finit par se désintégrer sous les yeux de ses compagnons, comme si elle s'était brisée à sa place. Une sorte d'échange inattendu. Au lieu que ce soit Percy qui cède, c'est sa cape qui a encaissé le coup. Et en y réfléchissant, c'est presque logique, car une cape est faite pour protéger, pour réchauffer. Alors la voir absorber une attaque glaciale d'une telle ampleur, c'est cohérent pour moi. Après son casque laissé à Lyonesse ou au royaume démoniaque, c'est maintenant sa cape qu'il perd. Aura-t-il droit à une nouvelle protection symbolique par la suite? Mystère. En tout cas, la scène se conclut avec un moment fort. Percy ramasse le symbole d'Ouroboros resté de sa cape et dans un souffle mêlé de tristesse murmure Papy. Alors forcément, impossible de passer à côté de la grande question. Varghese, ou du moins son âme, est-elle vraiment morte? Bon, au début, j'avoue, j'étais persuadé que non. Et je me disais que son âme devait encore exister et que c'était probablement un sort de protection lié à sa cape. Mais en relisant attentivement le chapitre, je commence sérieusement à en douter. Pourquoi? Parce qu'au moment où Percy en forme spirituelle explique que son corps ne répond plus à cause du gel, il précise aussi que même son essence est figée. Et ça, c'est capital. On aurait pu croire que cette essence faisait référence à son état d'esprit de vie, aux esprits de vie en lui. Mais non, Percy est en réalité son propre carburant. Et donc, pour moi, quand il parle d'essence, il fait référence à l'âme qu'il s'est construite au fil des années passées parmi les humains. Voilà pourquoi même lui pouvait mourir de cette attaque. Ce qui veut donc dire que l'attaque de Warldan ne visait pas seulement à briser son corps, mais aussi à détruire cette âme. Et c'est là qu'intervient Varghese. Quand il dit qu'il ne peut le sauver qu'une seule fois, ce n'est pas parce que Percy n'avait qu'une cape héritée de lui. C'est probablement parce que Varghese a littéralement planté son âme dans cette cape, redirigeant le coup vers lui-même et en sacrifiant ainsi définitivement sa propre existence et celle de cette cape. Dans cette logique, Varghese ne serait donc pas simplement parti. Son âme aurait été brisée par le sort. Une mort éternelle sans retour possible. Et la théorie selon laquelle Diotra pourrait absorber son âme devient peut-être une surestimation de ma part. Oui, j'ai probablement dit des conneries en émettant cette théorie. Mais bon, toute théorie n'est pas faite pour être confirmée. Et aussi, ça reste à confirmer. Peut-être qu'on aura un indice plus tard, par exemple avec Gareth, qui remarquerait qu'il ne sent plus l'âme de Varghese auprès de Percy. Ce genre de détail pourrait trancher la question une bonne fois pour toutes. Mais en attendant, je vous le pose directement. Selon vous, l'âme de Varghese est-elle encore en vie ou bien a-t-elle disparu pour de bon? Dites-moi tout en commentaire. Alors, on enchaîne avec un point hyper important. Contrairement à ce que pensaient beaucoup de fans, le fameux boost chaotique plus n'a pas transformé les périls en monstres sanguinaires façon Indora démoniaque. En fait, on se rend vite compte qu'ils ont gardé un soupçon de raison ou de conscience. Leur objectif est clair, éliminer le Quatuor, ces destructeurs annoncés de Camelot. Ce qui veut dire que même si le chaos a tout englouti en eux, il leur reste un unique désir intact, protéger le royaume éternel. Et là, c'est intéressant, car pour moi, on dirait bien que le chaos a refait la même chose que lorsqu'il avait scellé leurs souvenirs de leurs proches, mais en beaucoup plus radical. Avant, ils avaient encore des doutes, tiraillés entre leurs souvenirs et leur loyauté absolue envers Camelot. Mais maintenant, il n'y a plus de dilemme. Leur volonté est écrasée, leur identité scellée. Et il ne subsiste plus qu'un seul instinct, servir Camelot coûte que coûte. Ce ne sont donc pas de simples avatars chaotiques sans raison, comme beaucoup le pensaient. Mais bon, revenons au combat. Percy subit donc le contre-coup du sort de Warldan, car même si Varghese l'a sauvé, son corps a quand même été exposé à l'attaque et il finit par poser un genou à terre. Mais c'est alors que Pelgard bondit dans les airs avec son corps assez élastique sur les bords. Tristan réagit aussitôt, s'élance pour l'intercepter et parvient à parer son assaut. Mais la puissance est juste monstrueuse. Même sous sa forme démoniaque, Tristan l'admet. L'impact est tel que ses os pourraient être broyés, son corps déchiré par la force brute de Pelgard. Et la scène est symbolique, car après la lame du dragon, c'est maintenant son autre épée, Estarossa, qui se brise. Même son armure se fissure, se brisant littéralement, laissant apparaître des blessures graves. Et tout ça prouve une chose, la force de Pelgard est juste colossale. Ces massues ne sont pas de simples armes, elles sont le prolongement de cette puissance écrasante. Le choc est tel que Tristan est propulsé violemment vers le bas. Son corps s'écrase contre le dôme et l'impact pulvérise bien évidemment ce dôme. Une attaque dévastatrice baptisée Chariot Destructeur, qui tout comme le sort de Warldan puise son nom dans une référence bien précise que je vais développer après. Résultat, après le froid glacial qui a parcouru Anfuin, voilà qu'un tremblement de terre secoue le royaume. De quoi laisser les spectateurs complètement abasourdis. On a aussi une petite case qui pourrait passer inaperçue, mais qui selon moi a peut-être une importance capitale. On y voit Goliath touché par un simple débris. Et perso,
perso, je pense que ce détail pourrait signer son arrêt de jeu pour la fin de l'arc. Peut-être qu'il sera mis hors service pour de bon, ou alors que Worldan le récupérera plus tard pour le renforcer encore plus grâce au chaos, ou même en créant par exemple d'autres versions encore plus perfectionnées. À moins bien sûr qu'il ne reste là abandonné parmi les ruines. Dans tous les cas, ce détail n'est sûrement pas là par hasard. Goliath est actuellement finito. De leur côté, Anne et les autres parviennent à éviter les débris. Quant à Govan, elle se retrouve seule debout. Percy et Tristan sont déjà à terre. Elle résiste tant bien que mal à Worldan, mais lorsqu'elle tente de lancer une incantation, Worldan ne lui laisse aucune chance. Après seulement quelques mots, elle riposte d'un rayon exterminateur à bout portant qui envoie Govan valser. Et c'est à ce moment-là que Govan lâche une révélation cruciale. Worldan peut désormais réduire la longueur des incantations de ses sorts en quelques mots seulement. Alors là, pour ceux qui pensent que cette évolution de Worldan n'est pas si importante, détrompez-vous, car selon moi, c'est une évolution énorme pour elle. Oui, Merlin pouvait lancer certains sorts sans incantation, mais attention, il s'agissait, même si beaucoup vont en douter, de sorts relativement basiques, même s'ils étaient assez puissants. Pour les plus puissants, comme par exemple le fameux sarcophage du temps utilisé sur le cocon de Méliodas, une longue incantation restait indispensable. Et surtout, un sort du calibre d'extrême grande prêtresse ne peut tout simplement pas être lancé sans incantation. Govan elle-même le rappelle. Normalement, il faudrait plusieurs minutes complètes de chant pour le lancer. Pourtant, Worldan y parvient en réduisant tout ça en quelques mots seulement. On peut même compter le nombre de lettres qu'elle utilise pour ça. Et ce n'est pas seulement pour ce sort précis. Elle peut raccourcir l'incantation de tous les sorts qu'elle connaît elle-même. Et dans un duel de mages, c'est un avantage colossal. De plus, ne plus être ralenti par de longues formules pour lancer des attaques dévastatrices en un instant, ça change complètement l'équilibre d'un combat. C'est donc définitivement une véritable évolution de son art, du moins d'après moi. Alors bien sûr, la question se pose. Govan pourra-t-elle un jour atteindre ce niveau de maîtrise? Honnêtement, difficile à dire. Car peut-être que cette prouesse n'est accessible qu'aux êtres liés au chaos. Mais bon, c'est en jamais. En tout cas, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Govan peut espérer rivaliser ou Worldan vient-elle de passer dans une catégorie totalement intouchable? N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Et donc, après l'effondrement de cette partie du dôme, tout le monde est à terre. Percy se relève, observe le chaos autour de lui et décide d'utiliser sa magie de guérison. Mais c'est là qu'Ironside entre en scène. Cette fois, il ne se limite pas à ses 4 bras, vus précédemment. Il en a maintenant 6, ce qui selon moi sont parfaits pour ses sorts spirituels. Et il lance ainsi Hiérophante déchaîné, un sort spirituel interdit directement sur Percy. Mais ce sort n'est pas anodin car il fait perdre la raison aux esprits. Pas seulement aux esprits de vie, mais bel et bien aux esprits autour d'Ironside. Gog Magog de Chion par exemple en subira également les effets, ce qui montre que Percy n'était pas la seule cible. Et avant d'aller plus loin, il faut clarifier un point assez mal compris dans cette séquence. Certains pensent qu'avec ce sort, Ironside peut désormais contrôler Percy. Mais perso, je n'y crois pas du tout. La description est claire. Il ne fait que faire perdre la raison aux esprits. Il ne leur permet pas de subir une manipulation directe. Sous l'effet de ce sort, Percy et les autres esprits ne répondent pas à Ironside. Ils ne reconnaissent juste plus ni alliés ni ennemis. Leur comportement devient ainsi incontrôlable. Et ça se voit parfaitement sur le visage de Percy. C'est comme si son mode mort prenait le dessus. Celui qu'il avait utilisé à Lyonesse. Peut-être donc que c'est à ça qu'il ressemblait à ce moment-là. Ironside pourrait bien sûr avoir un autre sort capable de contrôler les esprits, mais Hiérophante déchaîné ne le permet tout simplement pas. Alors Percy, malgré sa volonté face à Anne, se met à pomper sa vie. On voit bien qu'il ne le veut pas, qu'il lutte intérieurement. Mais là, la situation devient critique. Et c'est là, les amis, que la MVP de l'arc, Govan Pendragon, intervient. Elle lui assène un coup au visage, en lui criant de se reprendre. Mais une fois remis de ce coup, Percy recommence. Et cette fois, c'est Govan qui en subit les effets, mis hors d'état de nuire en un instant. Et pour moi, cette scène montre à quel point la capacité de mort de Percy est dangereuse pour n'importe quelle race influencée par la vie et la mort. Même une guerrière puissante comme Govan peut être neutralisée en un instant par ce simple sort. Et on a donc avec cela l'introduction d'un tout nouveau sort d'esprit de vie, Ngudwa ou Ngudwa, je sais pas, permettant probablement de pomper la vie. Et donc pour venir en aide à Govan, Tristan surgit en mode normal après le coup de Pelgarde, tentant de lui faire reprendre ses esprits en lui parlant. Mais juste à côté d'eux, le dernier péril fait son entrée. L'épée transcendante se matérialise et frappe dans le vide avec sa technique justice décapitante. Et bien sûr, comme ses compagnons, sa technique partage la même origine mystérieuse. Et là, après cette simple entaille dans le vide, le chaos s'abat. Le bras de Percy est tranché et Tristan lui-même se trouve littéralement coupé en deux. Oui, Tristan est tranché en deux comme si de rien n'était, avant de s'écrouler au sol. Percy exténué reprend enfin ses esprits. Du côté de leurs compagnons, la scène est en choc total. Un seul mot traverse leur esprit. Ils ont perdu. Les cavaliers de la prophétie ont bel et bien perdu. L'un d'eux a peut-être trouvé la mort. Donnie, mal en point, murmure avec désespoir. Le monde est déjà fini. Tous n'ont plus d'espoir. Mais au milieu de ce désespoir, des pas résonnent. Une voix salue Donnie et lui rappelle qu'il était encore trop tôt pour abandonner.
Et juste au moment où Percy tombe, épuisé, quelqu'un le rattrape. Oui, le GOAT parmi les GOAT. Celui qui à l'âge de 14 ans avait déjà affronté Tristan en mode démoniaque juste pour prouver sa force. Celui qui face à Arthur lui avait rappelé que lui, Arthur, ne mesurait pas du tout l'ampleur de sa puissance. Considéré par beaucoup comme au niveau des péchés capitaux sans même avoir besoin de les combattre pour le prouver. Le meilleur ami de Percy, le plus fort d'entre tous. Il est là, Lancelot Benoît, fils du renard de l'avarice et de la sœur cadette du roi des fées, en costard stylé comme jamais. Probablement un hommage à son oncle King et à l'arc qu'il avait confectionné qu'il avait bien évidemment perdu durant son combat contre Nanashi. Attendez, je pense que c'était peut-être les vêtements de Lancelot que King avait confectionné. Mais bon, King a probablement peut-être aussi confectionné ses nouveaux vêtements. Quoi qu'il en soit, le clin d'œil est incroyable et montre à quel point Lancelot tient à son oncle. Lancelot s'excuse pour son retard à Percy, déjà épuisé et avec un bras en moins. Perso, j'aurais adoré voir son visage à ce moment-là, car je parie qu'il était juste ultra furax. Et c'est là que se termine ainsi ce chapitre. Et donc pour moi, c'est un chapitre tout simplement incroyable. Et l'arrivée de Lancelot, bah sérieusement, juste insane. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette entrée en scène? Perso, j'ai kiffé. Mais bon, après tout ça, perso, je dirais juste une chose. Peut-être un peu de la faute de Percy et du reste du quatuor. Gauther le Lord avait bien dit. Même eux, à ce stade, ne peuvent tout simplement rien contre des adversaires de ce calibre. Mais croyant trop en leur capacité, ils ont voulu tester. Et voilà le résultat. L'écart de puissance est juste colossal. Les périls sont clairement à des années-lumière d'eux. J'exagère un peu bien évidemment. Mais il faut souligner l'ampleur du gouffre. Et bien sûr, parlons maintenant de l'arrivée in extremis de Lancelot. Pour ceux qui pensent qu'il va terrasser les périls à lui seul, bon, arrêtons-nous là. Soyons honnêtes un peu. Pour vous, Lancelot peut-il vraiment faire la différence actuellement? Car perso, même ultra vénère dans le prochain chapitre, Lancelot ne pourra tout simplement pas vaincre les périls à lui seul. Oui, il est extrêmement puissant. Et là, je pèse mes mots. Probablement le seul cavalier de l'apocalypse capable de rivaliser avec un péril boosté plus par le chaos. Mais avec les 4 périls ensemble, à un moment donné, pour moi, Lancelot sera surclassé. Aussi, son entrée pose un vrai problème narratif, car cette apparition fait office de cavalerie pour le quatuor et compagnie, marquant ses débuts post-ellipse tant attendus. Et donc, tout comme le quatuor au début de leur combat contre les périls, Lancelot devra passer par une phase de mise à l'épreuve. On peut s'attendre à une belle performance de sa part, mais pas à une victoire instantanée. Et bien sûr, le souci vient du fait que les périls aussi viennent de révéler leur véritable pouvoir chaotique. S'ils commencent déjà à montrer des faiblesses dès maintenant, cela diminuerait ainsi la menace qu'ils ont établie. Cela crée donc une situation où les deux camps doivent exceller. Lancelot pour le quatuor et les périls de leur côté, pour leur image. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que Nakaba puisse réellement gérer cet équilibre parfaitement. Donc perso, je reste sceptique. Un facteur qui pourrait résoudre ce problème, le château bateau volant, qui viendrait probablement récupérer tout le monde à un moment donné. Dans ce cas, Lancelot ne servira qu'à gagner du temps, ce qui reste cohérent avec son rôle actuel. Car même affronter un seul péril en duel serait déjà assez intense pour lui. Autre élément à prendre en compte, Dubs est à bord du vaisseau et a exprimé son intérêt pour créer un trésor sacré pour Lancelot. Cela signifie que même si Lancelot possède l'épée de Nanashi, il pourrait tout de même recevoir un bonus supplémentaire bientôt. Dans ce contexte, il pourrait être légèrement inférieur à son adversaire péril, laissant son trésor sacré devenir la clé de sa victoire finale face au péril qui lui est destiné, brisant bien sûr l'épée de Nanashi dans ce combat qu'il va mener. Et donc même si Nakaba veut montrer à quel point Lancelot est fort, il ne doit pas non plus trop exagérer. Après tout, son rôle ici est précis, tenir le temps nécessaire, montrer sa puissance, mais rester crédible face au péril, même si honnêtement j'en doute un peu. Aussi, pour conduire à ce scénario, Lancelot aurait très bien pu rencontrer Merlin avant son arrivée. Ainsi, comme je l'ai souligné, il ne viendrait pas chercher à vaincre à tout prix, mais simplement pour gagner du temps, protéger ses compagnons et permettre à tout le monde de s'échapper. Avec sa puissance, il pourra retenir les périls suffisamment longtemps pour que chacun soit téléporté sur le château bateau volant, un vaisseau gigantesque, littéralement de la taille d'une ville, qui pourrait mettre à bord tous les prisonniers. Sa magie lune brumeuse pourrait parfaitement servir à ce rôle. Avec le mot brume dans son nom, il pourrait par exemple envelopper Percy et les autres, surprenant les périls même chaotifiés, tout en les protégeant. Mais au vu du titre du prochain chapitre, celui qui est le plus fort, je m'attends à ce que Lancelot se montre très efficace face au péril, peut-être légèrement au-dessus d'eux au début, mais à la fin, il reconnaîtra probablement lui-même à quel point les périls boostés par le chaos sont puissants, ce qui instaurerait pour moi clairement leur menace. Car jusqu'ici, une démonstration de puissance face à Percy et au reste du quatuor n'est je pense pas si impressionnante que ça pour certains fans. Mais avec Lancelot considéré comme le plus fort du groupe, qui confirme la dangerosité des périls
péril, la menace deviendrait réelle et indiscutable. Et donc pour moi, l'arrivée de Lancelot à la fin de cet arc n'est absolument pas incohérente. C'est une idée assez astucieuse de l'auteur pour mettre en valeur l'ampleur du danger, avec même le plus puissant du quatuor étant mis à mal. Le titre du prochain chapitre prend alors tout son sens. Lancelot n'est pas Gojo, il n'est pas le plus fort du manga, mais il est le plus fort du quatuor. En gros, ce titre ne veut tout simplement pas dire que Lancelot est le plus fort d'entre tous, le plus fort du verse. Le montrer en difficulté face au péril est donc parfaitement logique pour moi, même si au début, il sera au-dessus. Et une autre idée qui me vient en écrivant tout ça, c'est que Lancelot pourrait aussi introduire un moyen de blesser les périls de manière efficace, empêchant leur régénération grâce au chaos ou diminuant la vitesse de cette régénération. Car même si le quatuor a combattu vaillamment ces derniers, ils n'ont tout simplement pas réussi à infliger de véritables dégâts. Lancelot pourrait donc préparer le terrain avant l'évacuation, ce qui serait cohérent et stratégique. Bien sûr, tout cela reste à confirmer dans les prochains chapitres, mais l'orientation est là et fait sens dans la logique de l'histoire. Bon, maintenant, concernant Tristan et sa possible mort, ouais, c'est le Gojo Satoru de l'histoire en fait. Il a deux pouvoirs opposés qu'il peut fusionner, et là il a été tranché en deux, tout comme Gojo contre Sukuna. Donc il y a plus de parallèle tout non. Tristan c'est Gojo. Je sais pas si lui aussi deviendra le plus fort, je sais pas, mais bon. Alors perso, concernant Tristan, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car comme on le sait, il est en partie démon et en partie déesse. C'est un éphilim. Il peut donc très bien recoller ses membres grâce à son pouvoir démoniaque ou même en utilisant peut-être son sort guérison Nova. Perso, je penche plutôt sur son pouvoir démoniaque. Souvenez-vous lorsqu'il a été pratiquement transpercé par Sion, il s'est régénéré immédiatement en activant ce mode démoniaque. Là, il pourrait très bien prochainement faire la même chose, recollant ainsi ses membres comme la plupart des démons. Ces jours ne sont donc pas comptés pour moi. Pour Percy et son bras en moins, en tant qu'esprit de vie, il pourrait tout simplement réinsuffler la vie dans ce bras, le recollant ainsi avec sa magie de guérison ou simplement se régénérer. Quant à Goven, après un temps de repos, elle devrait se remettre complètement, car elle n'a subi qu'un pompage de vie par Percy. Aucun des trois ne devrait normalement garder des séquelles notables, même si Nakaba pourrait décider de laisser Percy avec ce handicap. C'est en jamais. Je me demande aussi comment Percy va gérer Ironside dans le futur, surtout si ce dernier a développé d'autres sorts interdits de manipulation d'esprit, ce qui est très probable. Avant, en tant qu'humain chaotique, il ne pouvait pas exploiter pleinement sa magie spirituelle, mais maintenant, avec 6 bras et sa magie, il pourrait vraiment exploiter son don à fond. Ces 6 bras sont juste parfaits pour lui. Et parlons un peu du design des périls. Dans le chapitre précédent, il n'était pas très clair, mais là, la version finale est beaucoup plus impressionnante, surtout pour Worldan. Leur performance globale est incroyable. L'un avec une force colossale, un autre maniant l'escrime à la perfection, capable de porter 2 coups, voire plus, dans 2 directions différentes grâce à son arme imprégnée dans son bras. Un troisième expert en magie, capable de raccourcir les incantations et lancer des sorts surpuissants. Et enfin le dernier, maître en magie spirituelle. Ce casting est extrêmement cohérent et Lancelot devra vraiment se surpasser pour avoir une chance contre eux. Autre détail intéressant, en relisant les commentaires du chapitre, je me suis rendu compte que toutes les techniques des périls sont en réalité tirées des arcanes majeurs ou juste des cartes de tarot, normalement au nombre de 22. Parmi ceux présentés par les périls, on a le hiérophante, la grande prêtresse, le chariot et enfin la justice. Mais il y a aussi par exemple la lune, le soleil, les étoiles et bien sûr la mort. Nakaba pourrait donc très bien pousser ses références plus loin avec d'autres personnages. Tout reste à observer au fil de l'histoire. Avec l'avancée des chapitres, je verrai si Nakaba veut vraiment explorer ses inspirations avec d'autres personnages et je vous en parlerai peut-être dans une vidéo plus détaillée. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais perso, ce chapitre, il m'a mis bien. Il était incroyablement intense et il a magnifiquement mis en évidence la faiblesse actuelle du quatuor, mettant aussi bien évidemment en évidence la force prodigieuse des périls. Reste à voir ce que va faire Lancelot, surtout que sa performance dépendra probablement de ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Était-il au royaume de Benwick avec ses parents? A-t-il trouvé un moyen de blesser les périls sans qu'ils puissent se régénérer avec le chaos? C'est en jamais. Mais après cette apparition ultra badass, une question plane. Qui est réellement le dieu de la guerre? Était-il vraiment lui ou pas? Donnez-moi vos avis là-dessus en commentaire. Et pour finir, parlons un peu de la performance globale du quatuor dans ce chapitre et dans ce combat. Car Tristan actuellement souffre énormément, critiqué de partout et tout. En plus, après ce chapitre, certains disent même qu'il est une fraude et tout, qu'il est faible. Mais bon, regardons les faits. Tristan a été tranché en 2, concentré sur Percy par Bertholep. En plus, en mode normal. Dans ce contexte, il n'aurait pas pu faire grand chose de plus. Percy lui aussi a littéralement perdu son bras. Bertholep aurait pu modifier son sort, franchement par exemple Percy, et personne ne l'aurait évité. Sans parler du fait que Percy avait presque été tué dans cette bataille, et ça, personne n'en a parlé. Si je devais retenir un personnage clé de cette bataille, ce serait sans doute Goven, clairement la MVP. C'est la seule qui réfléchit avant d'agir. Elle aurait pu téléporter Deirdre et les autres sans même l'intervention de Percy. Elle a même protégé Percy et Tristan de Worldan, et a même stoppé la folie de Percy avec Anne. Sa prestation a été juste magistrale. Quant à Lancelot, il est sans doute le plus badass du quatuor. Il n'a plus rien à prouver. Il attendait simplement le moment parfait pour apparaître. Et maintenant, il est là. Reste à voir s'il sera vraiment à la hauteur face au péril. Et puis,
Puis Gaozer, est-il resté coincé dans les débris? Sait-on jamais. Mais bon, globalement, le chapitre 204 des 4 cavaliers de l'Apocalypse a été un véritable carnage. Celui-ci a mis en évidence la faiblesse apparente du Quatuor, privé de son atout majeur. Mais au milieu de ce désespoir, une lueur d'espoir apparaît. Le Joker du Quatuor, celui qu'on n'a pas encore vu à son plein potentiel, mais qui impose déjà le respect par sa puissance. Celui qu'on considère sans conteste comme le plus fort du Quatuor. Lancelot, le cavalier de la guerre, le dernier espoir du Quatuor, la carte maîtresse du Quatuor, putain. Que fera-t-il concrètement pour ses compagnons? Se jettera-t-il dans une bataille désespérée face aux 4 périls, ou cherchera-t-il d'abord un moyen de mettre ses alliés en sécurité? Tout reste à découvrir. Mais les périls ne sont pas en reste. Ce chapitre a clairement montré à quel point le boost chaotique les a boostés. Puissance absolue, incantation instantanée, magie spirituelle parfaite, escrime sans faille, le chaos a prouvé son efficacité. Reste à voir jusqu'où ils peuvent encore aller pour pousser la folie encore plus loin. C'était juste incroyable. Et voilà les bros, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, ce chapitre m'a régalé à analyser et j'espère que ça vous a aussi plu. Comme toujours, pensez à rejoindre la bataille en vous abonnant, en likant, en partageant et surtout, n'hésitez pas à me balancer vos théories en commentaire. Vous savez que je lis tout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, le mot secret c'est Lancelot le GOAT, car c'est véritablement le GOAT. Balancez-le en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes dans le cercle des vrais. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo review ou une vidéo short ou même une vidéo tout court sur l'univers manga anime. Prenez soin de vous et d'ici là, bonne continuation à toutes et à tous. Peace.